ce qu'on a imaginé pour poursuivre l'après-midi, donc c'était un dialogue, discussion entre deux parcours qui, précisément, à leur manière, finalement, ont donné à la philosophie, dans la diversité en fait de ses approches, finalement l'occasion en fait de revisiter eh bien la manière qu'on a de penser le soin, de l'aborder. Et donc finalement pourquoi en l'occurrence ici, pourquoi deux médecins avec l'histoire qui est la leur, ils vont vous la raconter, ils vont la présenter, ont-ils jugé nécessaire à un moment donné de finalement de faire un doctorat de philo et donc de devenir philosophe. Donc c'est cette question-là, si vous voulez, qui est en arrière-plan. Et c'est finalement qu'est-ce qu'on revisite quand on veut être doublement docteur sur le type d'intelligence en fait qui nous a formés finalement pour penser le soin. Vous écrirez penser le soin comme vous voulez. Donc je laisse d'abord la parole à Marie-Hélène Boucan, donc qui est médecin rééducateur, c'est ça, MPR, c'est ça, hein, philosophe, délégué des défenseurs des droits et touché par une maladie rare d'origine génétique. Et puis ensuite, à Lazare Benaroyo, puis ensuite vous disputerez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous aurez entendu. Voilà. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Bien, merci. Mais je ne vais pas expliquer pourquoi j'ai fait de la philo, parce que ce n'est pas ce que tu m'as demandé au début. Donc, on va se déplacer. Moi, je réagirai déjà sur l'intervention qui a été faite juste avant. Donc, voilà, Jean-Philippe a dit et écrit ce que je lui ai donné l'autorisation de dire, c'est-à-dire que j'étais là aussi comme patiente, comme malade. Et je ferai juste une petite aparté sur ce qui vient d'être dit sur le prendre soin de la personne dans sa globalité à l'hôpital où j'ai demandé des soins de socio-esthétique en post-opératoire. Et on m'a dit « Ah non, madame, c'est pas possible, vous n'avez pas de cancer. Vous avez une maladie génétique. » Voilà. Donc, point de suspension sur la maladie et le soin centré sur la personne. Voilà, moi, ce que j'ai prévu un petit peu de vous dire, c'est quelque chose de l'ordre du grain de sable. Quand la maladie est tellement singulière et la médecine tellement technique que le patient disparaît parce qu'il n'est pas reconnu comme tel. Voilà, donc mon discours est un petit peu organisé. Et il part de la constatation que notre médecine contemporaine est marquée par des marqueurs, qu'ils soient biologiques ou imagériques, et qui vont laisser une trace visible, perçue, identifiable, reconnue, qui va permettre de poser un diagnostic. À ce moment-là, et je reprendrai un terme qui a été dit tout à l'heure en disant « ce ne sont pas des vrais malades », mais s'il y a une image ou s'il y a une biologie qui est perturbée, alors le malade est un vrai malade. La maladie est donc bien réelle. Car la biologie, le scanner ou l'IRM parlent aux médecins. Hier, on a entendu déjà de scanners qui parlaient. Mais il parle aussi aux malades qui attendent de savoir ce que son scanner va dire en fonction d'évolution de sa masse tumorale. Ainsi, une vraie maladie est devenue, selon le modèle épistémologique contemporain, iconographique et biomédicale. Une maladie qui se traduit par une image anormale de l'organe, et s'il n'y a pas d'image vue ou de perturbation biologique identifiée, le risque est de croire qu'il n'y a pas de maladie, qu'elle n'est pas reconnue et qu'il n'y a pas de diagnostic possible. À l'inverse, la maladie s'offre à nous comme une réalité si une image est bien vue, s'il y a une grosse anomalie biologique. C'est donc bien alors le signe qu'il y a quelque chose, puisqu'il y en a une manifestation concrète qui se voit et dans laquelle on croit. La photographie, dès son émergence, a été dotée d'un indéniable caractère de preuve. Il semble que l'absence de la photographie soit également une preuve d'absence de maladie. Donc je vais faire émerger le discours d'une patiente qui a une maladie rare et qui nous explique au fur et à mesure de ses consultations médicales comment elle suit, comment elle est accompagnée ou non accompagnée par le médecin. En effet, mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète,
avant de l'accepter comme un réparateur, nous dit Canguilhem. À ce moment-là, le signe clinique devient le symptôme additionné, supplémenté de la conscience organisatrice du médecin. Mais dans la maladie évoquée par cette patiente, les symptômes sont seulement subjectifs. Fatigue, douleur et une sensation de dérobement ou de luxation du genou qui s'est démis pour la énième fois, mais qui, lorsqu'elle arrive aux urgences, est revenue à la normale. Aussi, les symptômes qu'elle décrit, la fatigue, les douleurs, un genou instable, non constaté aux urgences, sont des symptômes disqualifiants qui conduisent à ce que le malade soit disqualifié. Et elle nous dit, on allait aux urgences et la seule chose que les urgences disaient à mes parents, c'était que c'était impossible de se luxer les genoux sans un très gros choc et que c'était du flan, que je disais des bêtises parce que je ne voulais pas aller à l'école et pas faire de sport. Dans les yeux des médecins, j'étais la menteuse avec une étiquette de fainéante. J'avais cette étiquette de menteuse. Son terme d'étiquette va revenir tout au long de son discours. Ainsi, l'examen clinique du médecin permet la recherche des indices qui éventuellement seraient passés sous silence, mais il interprète aussi les symptômes décrits afin de passer du symptôme au signe. Ce qui permet l'interprétation et la dénomination de la maladie étant la variation combinatoire des éléments simples que sont les signes. Mais là, présentement, aucun signe clinique décelable. Examen clinique normal, les radios des articulations douloureuses sont elles aussi normales. Alors, pour être certain de ne rien laisser passer, un scanner est réalisé, mais lui aussi normal. Elle nous dit, on me faisait des radios, scanners, IRM, mais on ne voyait rien de particulier. Il n'y avait qu'une chose qu'on voyait, c'était ma prise de poids. Donc il faut maigrir, et c'était vraiment de la mauvaise volonté. Toujours cette idée que je ne voulais pas travailler, je suis une menteuse, et c'était toujours cette étiquette que j'avais sur la tête. L'épistémologie du diagnostic médical a recours à la langue médicale qui possède son vocabulaire, ses expressions, sa grammaire. C'est un langage à dimension universelle et objective. La sémiologie qui organise les signes généraux identifiés par la nosographie vont permettre de faire un diagnostic. De la déclinaison de ces signes qui sont reconnus, associés, émergent une ou des hypothèses qui vont aboutir à d'autres examens complémentaires. C'est donc selon des facteurs de reproductibilité et de statistiques que le diagnostic va être confirmé en rapport à un consensus signifiant de l'association de ces signes. Intervient à ce stade l'expérience du praticien associée à toute la reconnaissance de sa dimension d'expert clinique. Mais alors, que faire quand les symptômes sont disqualifiants et non retenus comme des symptômes, c'est-à-dire comme des signes ? Elle nous dit « Je suis allée voir des médecins qui ne comprenaient toujours pas et j'ai changé plusieurs fois. Ils me disaient « Vous avez eu 3 mois d'arrêt de travail, il faudrait recommencer à travailler. » Enfin, un rhumatologue qui m'a examinée et ne trouvait rien de particulier, mais il m'a dit « Moi, je crois en vos douleurs. C'est pas normal d'avoir des douleurs comme ça. Allez voir un neurologue. » Ce dernier lui dit « Vos douleurs, vous les expliquez très bien. Je vous crois. » C'est étonnant ce terme, je crois ce que le malade dit, mais je ne vois pas ce que c'est. Le neurologue fait des tas d'examens, elle ne trouve rien, mais en m'examinant, elle m'a trouvé hyperlaxe et m'a dit « Ça me fait penser à une maladie rare. Et je vous conseille d'aller voir le professeur P. à Lyon. » Ce dernier a confirmé le diagnostic. Si nous reprenons ce qui s'est passé entre cette patiente et les différents médecins qu'elle a vus, on peut évoquer son discours et en tout cas sa symptomatologie comme la notion de bruit. En effet, la maladie rare fait du bruit, mais le médecin n'arrive pas à l'individualiser en élément de message significatif.
Et le bruit discrédité est très souvent associé à un bruit qui semble moins valable, ou en tout cas ayant moins de valeur que le bruit organique. C'est celui du bruit psychosomatique. Et on a le sentiment que moins ce bruit est entendu, plus le malade fait du bruit. Les médecins qui sont dans la salle le savent bien. Si on ne pose pas un diagnostic, le malade va revenir en disant « Mais docteur, cette fois, je suis vraiment fatigué, ou j'ai vraiment beaucoup plus mal ». Et plus il n'est pas entendu, plus le patient se ressent devenir fou de ne pas être entendu et de ne pas trouver d'explication à ce bruit qui l'habite. La patiente nous dit « Il a fallu 30 ans pour qu'on puisse poser le diagnostic sur « je ne suis pas bien », je me déboîte dans tous les sens, et le fait que ce n'était pas dans ma tête. Les maladies rares interpellent donc ce point crucial de l'épistémologie médicale, qui est que l'expérience ou la référence générale de la connaissance n'existe pas, parce que la connaissance est rare et mal connue. Elle nous dit, le professeur P nous a reçus, il m'a posé des questions et m'a examiné. Elle m'explique d'ailleurs au cours de l'entretien qu'il a pris beaucoup de temps, ce qu'elle n'avait pas perçu chez les autres. Il y avait d'autres médecins et des élèves. Ils ont fait des tas de mesures. Il m'a confirmé que pour lui, c'était bien cette maladie. Tout est alors fait pour que cette connaissance de cette situation très singulière devienne une connaissance diffuse et générale. Ainsi, il nous semble que la maladie rare est une situation épistémologique très spécifique à la singularité, mais que si elle ne fait pas de lien entre le singulier et le général, eh bien, c'est le malade qui n'est pas reconnu en tant que tel, puisque les signes ou les symptômes ne sont traduits en signes incompréhensibles et ne parviennent pas au stade du signe. Les symptômes sont alors relégués au niveau du psychosomatique, non retenus comme vrais, c'est dans la tête, signe d'une vraie maladie saisissable qui aurait une valeur universelle reconnue et qui serait objectivée et produirait alors des signes clairement identifiés. On peut se demander, dans les suites de ce parcours, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme, un vrai symptôme ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Tout ceci nous rappelle que le lien médical est avant tout un lien singulier, centré sur la personne malade et sur son vécu, sur le récit qu'elle peut faire de son dysfonctionnement, qu'elle ressent, sous le terme souvent de « il y a quelque chose qui ne va pas en moi ». Et notre question, c'est si le médecin ou le soignant ne reconnaît pas la maladie qui est en cause, est-ce qu'il ne peut pas reconnaître le malade qui s'exprime afin qu'il n'oublie pas ou ne nie pas la personne qui est devant lui, qui lui est bien là, même si la maladie n'est pas reconnue. Alors que l'acte médical de nomination et de la maladie est impossible, l'acte de dire la maladie, c'est-à-dire d'entendre et de prendre en compte les plaintes du malade, reste accessible. Hier, on nous disait, si le scanner ne parle pas, écoutez le malade. Osler, en 1908, disait déjà « Écoutez le malade, il va vous donner son diagnostic ». Et on sent bien que si le malade, d'une part, est dans une souffrance et une plainte, et qu'il s'affronte à une méconnaissance, c'est une double peine qui est proposée au malade. Et cet espace entre sa parole à lui et la non-écoute de son médecin peut creuser un creux abyssal. La rareté s'articule donc avec la particularité de chaque maladie et de chaque malade, une des raisons limitant les possibilités diagnostiques par le médecin non spécialiste étant que la connaissance particulière n'accède pas à une connaissance générale et universelle. De même, sur le plan social, le malade ne s'y retrouve pas parce que sa maladie n'est pas comme les autres maladies. Elle ne se voit pas le plus souvent, elle n'a pas de traitement et elle n'offre pas la possibilité d'une phase de guérison
ou même minime d'une thérapeutique. Le malade touché par cette maladie rare vit une singularité éprouvante d'être soi malade sans correspondre aux représentations habituelles d'autrui malade. Et ceci explique peut-être les rencontres si importantes entre des malades d'une même maladie au sein des associations qui permettent une reconnaissance mutuelle. Ainsi, de la situation très singulière et particulière, qui est celle qu'on souhaiterait dans cette médecine centrée patient, on voit bien que quand la singularité est trop importante, elle vient étouffer, ou elle risque d'étouffer la relation entre le soignant et la personne malade. Et il faut alors une dimension générale de la reconnaissance, tant médicale que sociale, qui n'est pas acquise et qui est probablement une des visées éthiques que de tenter d'articuler la tension qui existe entre le singulier et la dimension générale de la reconnaissance de la maladie dont le sujet est atteint. C'est alors probablement que la singularité du malade, reconnue comme telle, aura vraiment droit de citer, et le patient également. Merci. Merci d'avoir situé ça au point de rencontre entre des enjeux éthiques et politiques. Donc je laisse la parole donc à Lazare Benario, donc médecin et philosophe, donc Université de Lausanne et en même temps, CHUV. Lausanne, oui, voilà. CHUV. Et CHUV, les deux. Voilà. Enfin, Centre hospitalier universitaire Vaudois. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Merci Lada. Merci de me donner cette occasion de parler. Au fond, je me suis dit au fil des présentations et en vous écoutant que j'allais aussi un petit peu parler au fond de mon parcours qui mime un petit peu les aspects théoriques. Donc on va essayer puisque c'est en fait comme médecin que j'ai effectivement eu des sentiments en soignant des patients qui ne sont pas exactement ceux dont vous avez parlé, bien entendu. De toute façon, tous les patients sont rares. Hein. Et donc, c'est cela, je ne vais pas rapporter 2-3 épisodes, mais qui m'ont fait dire, au fond, dans les années 80-90, qu'il fallait trouver le moyen de sortir de cette difficulté. Alors, j'ai cherché dans le corpus médical en me disant que peut-être, l'atmosphère générale est qu'il y a probablement quelque chose qu'on n'a pas suffisamment bien appris et pas bien lu, donc il faut encore plus savoir. Il y a sûrement quelqu'un qui sait. Et on m'orientait toujours vers la psychiatrie, psychosomatique, etc. Et c'est là que tu vas trouver des réponses. Et en fait, je ne trouvais pas de réponse parce qu'au fond, je me disais déjà, j'avais déjà une inclination philosophique à l'époque. Je me disais au fond que c'était le même modèle, le même modèle épistémologique. Donc, et j'ai très vite, je saute des étapes évidemment, pensé qu'il fallait que je me décentre, que je me déplace. C'est-à-dire qu'il fallait que je cherche à l'extérieur du modèle biopsychosocial et spirituel, comme on dit aujourd'hui, les ressources pour pouvoir penser simplement le problème. Parce que la difficulté était de savoir comment penser le problème, simplement de l'intérieur. Et donc j'ai étudié, j'ai en fait nourri et développé cette inclination qui était toujours présente en fait. Et donc j'ai étudié histoire et philosophie des sciences et de la médecine. Et puis ensuite j'en ai fait au fond mon second métier sous forme d'une profession qui est l'enseignement de l'éthique, mais plutôt de la philosophie de la médecine, je dirais, parce que le mot éthique aujourd'hui, il faut l'employer avec prudence. Et donc, ce qui m'a frappé surtout, c'est que en étudiant les moments historiques, et là je vais au fond me situer sur 2 plans en fait, mes préoccupations et les réponses à mes préoccupations dans les corpus théoriques de l'histoire et de la philosophie, qui pour moi sont liés en fait. C'est des réponses à mes questions qui étaient des questions qui sont très proches de celles qu'on se pose aujourd'hui, qui venaient de ma pratique, avec des exemples très concrets, comme ceux dont vous avez parlé. Et j'étais frappé, j'avais de la chance au fond d'être en histoire de la médecine à l'université de Zurich,
Et donc en Suisse, on parle les deux langues, un petit peu moins bien l'allemand que le français pour les francophones, mais enfin, on a accès en tout cas à toute la littérature et en tout cas à la littérature écrite. Et puis, bon, j'ai appris évidemment aussi à mieux parler l'allemand et le suisse-allemand à Zurich. Et il y a une impressionnante bibliothèque d'histoire de la médecine. Et le professeur sortant m'a dit, mais vous devriez étudier avec l'intérêt que vous avez, puis c'était ces questions que je discutais, vous devriez étudier les années 20 en Allemagne, la médecine des années 20 en Allemagne. Puis je disais, mais la médecine des années 20 en Allemagne, vous lisez l'allemand? Je dis, oui, je lis l'allemand. Bon. Et j'ai découvert là un monde, alors je fais un saut aussi, parce qu'on n'a pas trop de temps, bien sûr, mais j'ai découvert en fait quelque chose de tout à fait passionnant, qui était en fait le fait que les mêmes questions étaient déjà posées à ce moment-là. C'est-à-dire que, au fond, la médecine allemande était, au fond, la plus développée à l'époque, à la fin du 19e, début du 20e. D'ailleurs, la médecine nord-américaine, le golden standard pour nous est en fait d'origine allemande, avec les émigrés, etc. Et donc, il y avait un très fort développement technologique et il y avait des réactions assez fortes. En fait, il y avait deux courants. Il y avait un courant localiste, ou naturaliste, et un courant qui s'appelait holiste, c'est-à-dire qui cherchait à dire, au fond, si on poursuit ainsi, on va déshumaniser la médecine. Ils disaient à leurs collègues, non, il faut pouvoir appréhender le patient dans sa globalité. Les uns travaillaient plus avec les biologistes, les autres travaillaient plus avec les philosophes, comme Victor von Weizsäcker, ou bien von Gebsattel, ou même Husserl. Et donc, l'intérêt de dire cela est au fond de dire que le problème n'est pas nouveau, c'est un balancier en fait qui se reproduit. Il s'est reproduit dans les années 80 en fait et il se reproduit encore aujourd'hui avec diverses figures. Et la figure de l'époque au fond était celle de l'anthropologie clinique, c'est-à-dire medizinische Anthropologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment est structuré au fond anthropologiquement et épistémologiquement le jugement médical. Je vais extrêmement vite, mais c'est quand même important, et j'en ai tiré des leçons, parce que c'est tout ce qui est devenu dans la marge, en fait, puisque évidemment que le mainstream a été celui de la science biologique qui s'est développée, qui a été exportée aux États-Unis. Il en est resté d'ailleurs quelques éléments, sous forme des régulations, de toutes les pathologies des régulations, développement d'endocrinologie, immunologie, aux États-Unis. Le problème avec la médecine holiste, l'approche holiste, c'est qu'elle elle se basait sur l'idée d'une finalité, c'est-à-dire le tout est plus que la somme des parties pour un objectif, un but qui est celui d'un être humain qui est en plein développement, en pleine liberté, avec les dérives que vous imaginez lors de du national-socialisme qui a évidemment c'est imprimé de ce mouvement pour en faire, l'utiliser à ses propres fins. Les Américains ont été d'accord, ont trouvé très intéressant l'idée, mais ont supprimé l'idée de finalité. OK avec le modèle, au fond, mais sans finalité. La cybernétique, psychosomatique, etc. Enfin, je reviens donc à cette idée. L'idée était de dire, au fond, ce dont il faut être conscient, c'est que pour atteindre une visée de soins, c'est-à-dire à l'époque, non pas seulement le bien-être du patient, mais lui redonner ce qu'ils appelaient son pouvoir-être, sous-entendu la maladie affecte le pouvoir-être, Wiederermöglichung. Certains parlent même de liberté, au fond, de liberté au sens de la capacité de pouvoir se développer, ce pouvoir-être, cet espace de possible qui nous permet d'être ce qu'on veut être. C'était une époque très philosophique, très métaphysique, notamment par exemple Kurt Goldstein, qui a d'ailleurs probablement influencé la pensée de Canguilhem. Je dis probablement parce que tous les canguilhémiens ne sont pas d'accord avec ce point de vue, mais peu importe. Et donc, il structurait cela en 3 temps, en fait, en 3 moments. Et c'est ça qui est crucial, en fait. Il disait, on ne peut pas, disons, analyser de manière monolithique le jugement médical, on doit l'analyser en 3 temps. Le premier temps est celui de la relation clinique, le deuxième temps est celui du moment social, et le troisième temps est le moment du rétablissement personnalisé ou individualisé ou singularisé. L'enjeu est que chacun de ces moments ne mobilise pas les mêmes registres anthropologiques et épistémologiques, voire ontologiques, si on veut bien. Et donc, on ne peut pas réduire l'un à l'autre.
on doit les articuler et les envisager de manière complémentaire dans le cadre de ce qu'ils appelaient une anthropologie clinique, qu'on pourrait appeler aujourd'hui un projet d'éthique médicale, disons, dans la mesure où, sans vouloir, disons, aller dans trop de détails ni de commettre d'anachronisme et de surinterprétation, il se trouve aussi que c'est les mêmes 3 temps que Ricoeur invoque et convoque pour parler des 3 niveaux du jugement médical. Alors, il faut aller dans le détail, je vais pas, vous me pardonner pour la rapidité de l'analogie, mais il y a quand même beaucoup d'analogies, néanmoins, dans le processus, dans l'argumentaire et dans la visée. La visée étant celle du soin. Retrouver sa liberté, pour Ricoeur, vu l'époque, c'est plutôt rétablir la dissymétrie, pas l'asymétrie, mais la dissymétrie, donc une forme d'autonomie. Quoi qu'il en soit, ça veut aussi dire que cette visée, cette raison d'être dont on parlait tout à l'heure, dont M. Doliveux parlait, varie aussi en fonction du temps et en fonction du contexte social. Donc on ne peut pas l'envisager a priori. On ne peut pas dire il n'y a qu'une manière, il n'y a qu'une visée du soin. Deuxième élément extrêmement important au plan épistémologique cette fois, c'est que en fait, de ce fait, le soin, dans son déploiement dans un jugement clinique, est en fait un champ de tension. Et on ne peut pas contourner ni balayer d'un revers de main cette tension. Il est constamment en tension par définition. On pourrait dire par définition dans le contexte occidental, technologique. Bon, disons cela. Je ne connais pas les autres cultures suffisamment bien, mais je me concentre sur la culture occidentale. Et donc, ça veut dire aussi que cette tension, on peut essayer de la comprendre et de l'analyser. Et ça, c'est le deuxième message fort, c'est que ce qui ressort de ces analyses, à la fois historiques et en reprenant les travaux aussi dans la lignée de Ricoeur, c'est qu'en fait, la tension, elle est en 2 pôles totalement antagonistes, dans un certain sens. D'une part, l'approche technologique qui suppose la maîtrise, le contrôle, le raisonnement causal déterministe, bien qu'on peut affiner évidemment sur le plan épistémologique, mais je simplifie. Et l'écoute, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, puisque je partage l'essentiel de ce qui a été dit, et je me situe aussi dans la lignée de ce qu'a dit Valérie Grezin, ce qui me permet aussi d'aller de l'avant, et j'adhère totalement. Donc ce moment dont elle parlait, est un moment d'écoute et donc de non-maîtrise, donc de non-contrôle, donc de lâcher prise. Et donc, l'idée, c'est, l'enjeu, c'est de réconcilier, d'articuler ces 2 moments. Je ne souhaiterais surtout pas que ce soit envisagé comme 2 polarités exclusives qui s'excluent l'une l'autre. Et le soin n'est pas que l'écoute. Le soin est les 2, l'ensemble. Alors on pourrait dire le care et le cure, le traitement et le soin, mais j'aime mieux, disons, ne pas trop accentuer la ligne de fracture, parce qu'en fait c'est une ligne de fracture qui n'est pas, qui est opérationnelle pour l'analyse, mais dans la pratique elle est pas tellement présente. Enfin la pratique consiste, et le fait même sans le dire des fois, de le surmonter à travers la singularisation du soin et cette approche dite prudentielle, la fameuse sagesse pratique dont parle Ricoeur, dont ne parlaient pas les auteurs des années 20 en tant que tels. Ils parlaient d'un ethos du jugement clinique. Ricoeur réactive l'approche aristotélicienne et l'articule d'ailleurs avec une approche kantienne, mais peu importe, disons, mais c'est cette visée-là. Donc cette tension peut pas se résoudre, mais disons s'orienter vers une tentative de conciliation à travers cette visée, c'est-à-dire que c'est la raison d'être qui justifie l'action et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les réactions qui ont eu lieu, que j'ai travaillées en détail dans les années 20 et les années 80, sont très intéressantes dans leur propre expression. Certains disaient que, au fond, la technique précède maintenant le soin, alors que c'est le soin qui doit orienter la technique. C'est pas la technique qui oriente le soin. D'autres auteurs, par exemple, dans le pôle, disons, plus naturaliste, par exemple avec
à Harvard, Richard Cabot, en 26, écrit, je traduis évidemment librement, l'attention maintenant pour développer et soutenir l'enseignement, l'institutionnalisation, l'attention qui doit être portée au diagnostic demande déjà suffisamment de concentration pour porter également une attention à tout ce qui l'entoure, disait-il. La médecine doit se concentrer sur le corps, les autres dimensions, disait-il, relèvent d'autres disciplines. En réponse, Francis Peabody, dont il y a d'ailleurs cette phrase que je vais vous citer, se trouve à Johns Hopkins, à l'entrée de Johns Hopkins, répondait qu'il n'était absolument pas d'accord il y avait aussi l'enjeu en arrière-fond du care et du cure, et il disait « One of the essential qualities of the clinician is interest in humanity ». Pour l'époque, c'est fort, hein. One of the essential qualities of the clinician is interest in humanity for the secrets, c'est cette phrase qui est célèbre, devenue célèbre, for the secrets of the care of the patient is in caring for the patient. Donc, vous voyez le jeu de mots, mais en même temps qui est très très fort et qui oriente vraiment dans un sens d'une approche plus singulière, plus globale. Il faut dire qu'il y a aussi des enjeux politiques là derrière, hein, quel est le rôle des médecins, le statut des professions, etc. Mais je n'entre pas dans toute cette histoire sociale. Hein. Voilà. Et donc, l'important est de relever, au fond, que ces tensions ont été déjà mises en lumière et qu'il faut encore les travailler un tout petit peu plus, me semble-t-il, et c'est ce que j'ai essayé de faire en allant un tout petit peu plus loin dans la manière d'approcher le problème, dans la mesure où, au fond, cette visée de rétablissement de l'autonomie, que je réinterprète assez librement et trop rapidement que je devrais justifier, mais que je perçois chez Ricoeur, me semble devoir être un peu plus nuancé dans le champ de la clinique elle-même. C'est-à-dire que Ricoeur dit que l'important pour pouvoir articuler ces trois moments est de travailler sur le pacte se baser sur le pacte de soins basé sur la confiance. Et que c'est cet élément-là qui va permettre de sceller, comme il dit lui-même, la relation, au fond, le jugement, à partir d'un dialogue qui aura lieu entre le patient et le soignant ou le médecin, pour aller vite, qui vont définir ensemble cette visée, puisqu'elle n'est pas définissable a priori. Il faut la définir ensemble, l'idée étant quand même en arrière-fond de restituer l'autonomie. Et le présupposé chez Ricoeur, c'est que la confiance est présente et indispensable et que si elle est là, ça va marcher. Si j'ose aller vite pour dire les choses. Et il se trouve que comme clinicien... et je pense que la plupart de mes collègues cliniciens partageront mon avis, c'est que le problème, c'est que la confiance, elle n'est jamais gagnée en clinique. Elle doit toujours être reconquise et elle peut être très vite perdue avec un mot déplacé ou un geste déplacé. Et donc l'enjeu, c'est de savoir comment établir cette confiance. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin et c'est l'enjeu majeur sur lequel je réfléchis depuis passablement de temps. J'ai eu le sentiment qu'en travaillant à partir de la pensée d'Emmanuel Lévinas, et je ne vais pas reprendre, je voulais parler un petit peu, probablement un peu moins bien que l'a fait Valérie sur la pensée de Lévinas, cette idée aussi de la double asymétrie, c'est-à-dire qu'au fond, le message, peut-être je dis quelque chose d'un peu différent, la même chose mais différemment, le message que je retiens dans la pensée de Lévinas, et ce que j'imagine pouvoir être sa pertinence, c'est son approche de la vulnérabilité, au fond, dans le cadre de la souffrance, c'est-à-dire qu'au fond, la vulnérabilité n'est pas un moins à combler, comme c'est quand même, disons, un petit peu en linéament dans la pensée de Ricoeur, mais est un appel à responsabilité. La responsabilité, c'est pas de combler la vulnérabilité, mais d'écouter l'appel de la responsabilité. Donc il faut pouvoir, donc, si ce que je dis peut être, disons, un petit peu nourri et confirmé, ça veut dire qu'il faut savoir à la fois, et c'est un autre jeu de mots, entendre et écouter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre les bruits de l'auscultation tout en écoutant le patient qui vous dit justement quelque chose à ce moment-là, et vous lui dites, s'il vous plaît, juste pourriez-vous faire un silence parce que je dois pouvoir écouter vos bruits, parce que on n'écoute plus les bruits aujourd'hui, on fait des radios. Nous, on apprenait à ausculter, donc c'était des moments très importants, et on lui dit justement,
peut-être qu'on pourrait en parler après. Et c'est justement peut-être là qu'il faudrait en parler, parce qu'il est de dos, parce qu'il est, ou elle est déshabillée, puis il se sent en intimité, il se sent pris en charge, et c'est là qu'il faudrait écouter. Il ne faut pas rater ce moment, puis on peut pas lui dire j'arrête de sculpter. Enfin, il faudrait s'expliquer. Mais je pense qu'on peut s'expliquer. Moi, ça m'est arrivé de m'expliquer en disant bon, écoutez, qu'avez-vous à dire, et on reprend, etc. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir articuler ces moments-là à travers des jalons qu'on se pose en travaillant sur ces paradoxes. Alors, l'enjeu pour la deuxième et peut-être fin, puisque je ne vais pas non plus être trop long, c'est ce que vous imaginez tous, c'est que, bien entendu, c'est très très intéressant tout cela, mais comment faire ? C'est-à-dire comment faire dans un hôpital ? On peut l'imaginer dans un cabinet médical, en consultation, peut-être aujourd'hui, peut-être un peu moins, avec les points à remplir et tout ça, et le temps, mais disons, dans un hôpital, comment faire ? Et alors là, ça, j'aimerais, disons, mettre une touche là-dessus. Je me suis mis ça sur mes post-it que je ne trouve plus, mais je vais les trouver. Voilà, je les ai trouvés. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on pourrait imaginer, parce qu'évidemment, la structure n'est pas faite pour cela, puisque si on reprend ces 3 temps et ces 3 moments, ou 3 niveaux, pour reprendre le langage de Ricoeur du jugement médical, l'hôpital se situe au niveau déontologique essentiellement, qui d'ailleurs est celui qui structure, à mon sens, la bioéthique, la bioéthique au sens nord-américain du terme, la défense des droits, le pacte social, la défense des patients. C'est pas du tout l'enjeu de dire que ça n'est pas important, mais ça n'est qu'un moment pour moi. Et je pense que l'hôpital se calque sur ce modèle. Le dispositif, au sens vraiment foucaldien du terme, se calque sur ce dispositif. La bioéthique habille d'un beau manteau tout cela. Mais je pense qu'il faut trouver des espaces à l'intérieur de ce registre, ou à côté, ces fameux espaces de présence. J'ai beaucoup aimé cette expression, où on peut appeler aussi des collègues américaines qui me disaient « We need hotspot, ethics hotspots ». C'est-à-dire qu'au fond, quand il y a un problème éthique dans un hôpital, enfin qualifié d'éthique, il ne faut pas arriver avec ce qu'on appelle un peu vulgairement, mais qui est clair dans l'image, de l'éthique pompier. C'est-à-dire il ne faut pas venir éteindre. Il faut surtout dire ça fume, ça brûle, que se passe-t-il ? Réunissons-nous. Très difficile. Donc c'est ces espaces à créer, je pense. Et puis, il faut, je pense, travailler peut-être sur cette notion. Alors, je pense qu'on a parlé de la même chose hier quand on parlait aujourd'hui, ce matin, des projets, des parcours de soins. Au CHUV, on appelle ça des filières de soins, c'est-à-dire, au fond, de travailler sur l'ensemble avec l'ensemble des intervenants sur un problème, le cancer du sein, par exemple. Ça n'est pas traité que par les oncologues. C'est pris en charge d'emblée par une référente ou un référent. Donc je suppose là, je n'ai pas le temps de développer, mais qu'on est dans un contexte interdisciplinaire et multiprofessionnel, avec la parole légitime pour chacun et chacune, bien sûr. Et donc, les filières de soins où la patiente, en l'occurrence, est suivie et a un fichier. Alors, il faut voir quel est ce support. Le référent, c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être plusieurs personnes, enfin, à inventer. Je pense que ça, c'est une des voies. L'autre, je vais en décrire 2, 3, et puis je vais arrêter là-dessus. Je pense que l'autre, c'est justement ces hotspots ethics. Moi, ça m'a beaucoup plu, ce ethics hotspot, qui m'ont beaucoup plu. On peut dire espace éthique. C'est des lieux de délibération. C'est-à-dire qu'au fond, quand il y a un problème, ça montre bien la limite, comme vous l'avez très bien montré tout à l'heure. Et il faut surtout que les soignants réalisent, et ça c'est évidemment un message subliminal dans tout ce que je dis, c'est que le travail concerne essentiellement la formation et les soignants, leur être soignant, se disent que il y a un problème, il y a une limite, et il faut travailler sur la limite. Il faut prendre le temps. Ça m'est arrivé de voir dans des délibérations de ce type que j'ai développé au CHUV, un chirurgien pédiatrique très ouvert. Il y a toujours évidemment un biais de sélection. Ceux qui participent sont déjà passablement ouverts, mais pas toujours. Après avoir écouté l'ensemble des points de vue, notamment de l'infirmière et des aides infirmières, dire mais si je savais ça, je n'aurais pas. Je suis tellement présomptueux, je n'aurais jamais fait ça. Mais je ne le savais pas. Je n'ai jamais eu l'idée qu'on aurait pu parler de ça ensemble. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment
un avancement net sur le plan de ce qui nous préoccupe. Donc des espaces de délibération éthique pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qu'on pourrait structurer en fonction d'ailleurs de cette approche du jugement prudentiel de Ricoeur, en ajoutant aussi, en mettant un petit peu, avec toute la prudence philosophique nécessaire, la dimension lévinassienne, de l'écoute, de la présence. Ça renvoie vraiment à la pensée de Lévinas, cette présence, c'est-à-dire d'être ouvert suffisamment, et j'aimerais juste faire ce pas-là, parce que ça serait le travail des soignants, d'être suffisamment ouvert à l'altérité de l'autre, et donc, si on va jusqu'au bout, et il faut aller jusqu'au bout, à l'altérité en soi, de soi en soi. C'est-à-dire que pour créer cet espace d'inconnaissable et pour pouvoir créer, cet espace qui permet de respecter l'inconnaissable et le mystère, qui permet, à mon avis, et je suis parfaitement d'accord, d'attester d'un respect de la dignité de la personne, que le patient ressent comme une reconnaissance, il faut pouvoir faire ce travail d'abord sur soi. Donc, si vous voulez, le travail qui consiste à être centré patient, je dirais qu'il devrait passer d'abord par centré soignant. Enfin, je vais un peu vite et peut-être un peu fort, mais je pense que c'est très important de le dire, parce que c'est ce déplacement-là qu'il faut pouvoir faire. Parce que pour être centré patient, il faut déjà être décentré soignant. Et pas centré soignant, parce qu'on ne peut pas être centré soignant, centré patient. On doit être décentré soignant pour être centré patient. Et donc c'est tout un travail qui m'amène à mes deux derniers points, c'est ce que moi je pense le plus important de développer, c'est la formation, notamment des jeunes. Notez que ces moments de délibération sont aussi des moments de formation post-grade continue. Souvent à la fin, il y a un collègue qui vient dire « Ah, mais est-ce qu'on pourrait pas aller boire un café? J'aimerais discuter d'une situation. » Et puis on saisit l'occasion, et puis c'est une formation en même temps. Mais je pense que les étudiants, ça doit commencer au stade des étudiants. Alors vous allez me dire, c'est un vœu pieux. On essaye de le faire à Lausanne, où on travaille sur une thématique particulièrement propice à ce thème-là, cet exercice de décentrement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en travaillant sur ce qu'on appelle faire face à la mort. Donc il ne s'agit pas des cours qui sont assez nombreux d'annonce de mauvaises nouvelles. C'est pas ça. C'est pas comment on annonce une mauvaise nouvelle. C'est qu'est-ce qui se passe quand on est soignant et qu'on fait face à une mort prochaine. Et c'est venu d'ailleurs des étudiants. C'est eux qui nous ont demandé à la faculté de développer cela, parce que beaucoup d'étudiants stagiaires, enfin chez nous il y a les stagiaires qui vont dans les services, je pense que c'est les internes, les externes chez vous, qui vont, puis qui se sont retrouvés dans des situations où ils trouvaient que l'attitude des assistants, je crois que c'est les internes chez vous, était inadéquate. Puis ils ont voulu dire quelque chose, ils pouvaient rien dire. Ils ont dit mais à qui on peut parler? Ils sont un peu tournés vers l'éthique. Dans un sens, c'est favorable puisque c'est de l'éthique en fait. Et les étudiants perçoivent alors la différence entre l'éthique et la bioéthique. Enfin l'écart, disons plutôt. Et donc, on fait ce cours où ils doivent travailler sur des vignettes, sur des expériences. Ils rencontrent aussi des professionnels, des cadres soignants qui leur parlent de leur expérience face à la mort. Et ils discutent avec eux. Et puis il y a un modérateur qui est l'un d'entre nous, qui travaille cela. Puis il y a des séances de restitution, etc. C'est juste un exemple, mais qui est assez probant. Parce que je retrouve des étudiants maintenant de 4, 5e année, ou enfin bachelor, master, peu importe, qui me disent, mais vous savez, cher monsieur, on a trouvé, ça se passe pas du tout comme dans votre cours, on a trouvé, on a vécu des choses, mais où est-ce qu'on peut parler? Parce qu'on a été dire, je dis, mais il faut peut-être, on a dit au chef de clinique, il nous a dit, non, c'est pas du tout ça. Alors, ils me disent, mais est-ce que vous voudriez pas venir avec nous leur dire? Je dis non, ça c'est peut-être pas une bonne manière de. Je pense pas qu'il faut imposer l'éthique et le décentrement. Soit il faut être très très délicat, il faut être prudentiel justement dans ces situations-là. Donc voilà. Et puis le dernier élément, très très vite, je vais pas insister, c'est tout ce mouvement de la médecine narrative, parce qu'évidemment que c'est dans le récit, parce que l'enjeu majeur. Dernier mot, dernier point, c'est que évidemment que connaître cette visée du soin, cette raison d'être, cette finalité qui oriente l'éthique,
le jugement prudentiel et tout ce que j'essaye de dire ne peut être déterminé, enfin ne peut être abordé que dans le cadre d'un dialogue de confiance. Et évidemment, le patient ne va pas vous dire c'est ça que je veux dire. Il faut aller le chercher, et ça peut même aller jusqu'à des enjeux psychanalytiques, donc c'est assez complexe. Mais la confiance est centrale, et donc c'est comment créer ces espaces, et ça passe évidemment par une approche narrative, mais en vous entendant aujourd'hui, je verrai aussi bien d'autres approches artistiques et autres à développer, qui évidemment ne sont pas, tout ce qui est décentré ne doit pas être du registre médical en tant que source de légitimation de ce décentrement. Il faut que ce soit intégré, mais que ça soit en interdisciplinarité. Parce que l'interdisciplinarité bien faite, c'est très compliqué, permet le décentrement en fait, en elle-même. C'est-à-dire la délibération dans un contexte interdisciplinaire donne naissance à des décentrements. Donc il ne faut pas se dire on va se décentrer ensemble. Il faut le faire simplement en délibérant, en travaillant. Donc ce sont ces espaces-là que j'imagine comme perspective sur cette base, et je pense que c'est important, cette base théorique et cette idée de paradoxe auquel il faut pouvoir faire face. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. C'est au sein du paradoxe que l'approche pourrait être travaillée. Voilà, c'est ça que j'aurais aimé dire. Merci. Ce que tu as aimé dire, tu l'as dit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Merci. Oui, moi, en t'entendant, en fait, alors je sais pas, enfin, je pensais en fait dans les professions en fait du médico-social. Donc pas du sanitaire franchement, mais du médico-social. Il y a des conventions en fait collectives, et dans ces conventions collectives, il y a donc ce qu'on appelle l'analyse de la pratique. Et je me disais en t'écoutant, au fond, que ce qu'il s'agirait de promouvoir, enfin ça prolonge aussi des choses qui ont été dites ce matin, ce serait finalement des espaces qui seraient dédiés à rien de dédié. J'utilise souvent cette expression, mais c'est-à-dire qu'en fait, on disait hier soir, Dinang Dong, l'idée de cocoon care. Mais finalement, l'éthique, c'est ça. Au fond, c'est du cooking care au sens de, effectivement, où est-ce qu'on prend soin de la créativité des soignants pour permettre effectivement la possibilité de la relation. Ou dans le langage lévinassien, ça serait en fait résister à la culture de la totalisation qui veut tout checklisser pour qu'il puisse y avoir bien ce que Lévinas appellerait la gloire de l'infini. C'est exactement ça. Du non totalisable. Absolument. Oui. Entre vos deux interventions, il y avait la question, enfin je me disais, le lien c'est peut-être entre écouter et entendre, puisqu'au fond, ou ne pas être entendu. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez un peu mutuellement à vos deux interventions. Oui, moi je me disais aussi qu'il y avait quelque chose autour de la limite de la connaissance, c'est pour être capable de reconnaître qu'on ne sait pas. Enfin, quelque part, vous avez invoqué un petit peu cette dimension-là. Et je pense que c'est vraiment rejoindre l'autre en tant que médecin, que de quitter aussi notre habit de toute puissance et de tout savoir. Donc, ça conduit à un chemin qui fait qu'on va se déplacer. Enfin, si on reprend les maladies rares en tant que telles, elles déplacent tous les concepts de santé enfin pas tous, mais une bonne partie des concepts qui existent jusqu'à maintenant. Donc, accepter de se laisser déplacer pour rencontrer l'autre permet la rencontre. Mais ça veut dire qu'on accepte de ne pas savoir. Oui, momentanément, on peut, disons, l'enjeu vraiment, c'est de pas, enfin, pardon, excusez-moi, je finis vite, c'est de ne pas, disons, créer des oppositions. Je pense que c'est des temporalités dans le soin qui sont différentes, des moments différents. On peut revenir à un moment technique très objectivant, même le dire. Maintenant, voilà, on va ensemble chercher une cause. Puis revenir. J'aimerais pas donner l'impression d'une exclusivité d'un point de vue sur l'autre, parce que le soin est l'ensemble. Autrement, le paradoxe habite en permanence le soin. On peut pas sortir comme ça tout à coup en disant non, mais il y a le care, les cure, et puis là c'est bon, puis là c'est pas bon. C'est constamment la tension, en tension. Voilà. Je crois qu'il y a madame qui.
Alors oui, il y a les jeunes, effectivement, dont j'ai parlé donc dans ce cours sur faire face à la mort. Il y a un autre cours d'ailleurs où on leur apprend simplement qu'un bon jugement médical passe par une délibération et ils ont une situation de transplantation où ils doivent eux-mêmes se décentrer en prenant la place du juriste, de l'assistant social, etc. Un peu artificiel. Pour les assistants, les cadres le plus important évidemment, c'est que ce soit les cadres qui soient convaincus, parce que les assistants eux-mêmes peuvent bien être convaincus, c'est très important, mais c'est pas suffisant. Donc l'enjeu, c'est d'atteindre les cadres, donc les chefs de clinique, les médecins adjoints et les professeurs. C'est le plus difficile, évidemment. Surtout quand on parle d'éthique. Il faut surtout pas leur parler d'éthique, parce que quand on parle d'éthique, l'impression que d'abord qu'on va venir un petit peu regarder ce qui se passe, et puis l'éthique, je pense, pour aller vite, que le meilleur moyen de bien faire de l'éthique, c'est de ne pas parler d'éthique. Je parle de soins plutôt, qui me permet d'accéder à ces niveaux-là. Et alors, je pense, pour répondre directement à votre question, ce serait d'avoir un dispositif qui permet à l'occasion de ce que j'ai très vite appelé un ethics hotspot, mais qui peut s'appeler un care hotspot ou ce qu'on veut. C'est pas le problème. Le problème, c'est le hotspot. C'est de pouvoir avoir un dispositif réactif rapide, qui permet de se réunir et de délibérer. Donc, il faut créer une culture de la délibération. Voilà, c'est ça donc une culture d'interdisciplinarité, une culture de la délibération qui doit traverser les frontières professionnelles. J'ai une dia où j'ai pas prise ici, où je montre où il y a à gauche un triangle. C'est normal qu'il y ait une hiérarchie déjà pour que la connaissance et les actes soient accomplis correctement. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et de responsabilité, enfin en général. Et puis il faut pouvoir passer à un modèle circulaire où chacun a la même légitimité de parole en mettant une flèche allant dans les deux sens. Il faut pouvoir constamment faire ce travail de délibération et de prise d'autorité. Enfin, il y a une décision responsable. Donc ça passe à travers la notion de responsabilité. Et rien qu'en parlant dans un contexte délibératif, déjà en posant la question, par exemple, à chacun, comment voyez-vous votre responsabilité dans cette situation ? C'est un peu socratique, un peu plus compliqué, herméneutique si on veut, mais c'est vraiment une maïeutique en laissant venir un petit peu ce qui vient, en montrant que là, tout à coup, il y a, sans le dire, une approche plutôt utilitariste, là, une approche plutôt déontologique, comment on fait, pourquoi vous le dites, enfin, en posant des questions et en faisant que les gens se posent des questions entre eux. Et ça, je l'ai pratiqué assez souvent, ça fonctionne s'il y a un problème aigu à régler. La limite, c'est qu'ils veulent la réponse. Et souvent, on ne peut pas arriver en disant oui, mais la réponse, c'est de réfléchir à ce que pourrait être une réponse. Ça va pas. Hein. Donc il faut donner une réponse. Ça fait rien. On peut donner une réponse quand même, un avis. Il faut garder une position d'extériorité en tant que, disons, modérateur. Il faut que chacun soit très clair sur son rôle. Ce qui est compliqué avec les chirurgiens, puisque quand il y a ce genre de réunion, après 2 minutes, ils disent oui, mais bon, moi, j'ai pas le temps qu'on arrive à mon tour parce que moi, je dois partir dans 2 minutes. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je vais vous expliquer. Puis il explique la situation. Bon. Alors, il y a des réactions, etc. Puis il part. Hein. Donc, voilà. Il faut composer avec le milieu et il faut travailler dans ce sens-là. Mais c'est, disons, le mot-clé pour moi, c'est l'interdisciplinarité, la délibération qui permet le décentrement. Et qu'on peut pratiquer à l'occasion de situations qualifié d'éthique par les disons les collègues. Hein. Il ne faut pas arriver en disant non, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique. Disons, éthique, ce qui est défini comme éthique, si ça permet d'aller de l'avant, moi ça me gêne pas du tout. Hein. Disons, on peut avancer. Hein. Je crois qu'il y avait aussi Madame. Jean-Christophe Weber. Oui. Merci Lazare de rappeler qu'il faut surmonter la fracture. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, si on n'y prend pas garde, c'est de séparer les médecins en deux catégories, des techniciens froids, déshumanisés, et puis des gens qui écoutent. Et c'est probant ni d'un côté ni de l'autre. Et je me viens régulièrement en tête, dans la leçon inaugurale d'Anne Fagot-Largeau, introduire la philosophie, mettre de la philosophie dans la médecine, c'est pour modérer le zèle à faire du bien. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je cherche à penser un peu dans la lignée de ce que tu dis, comment surmonter la fracture, il me semble que je fais qu'essayer de théoriser ce qu'on m'a appris comme médecine. Oui, c'est vrai. Et donc,
la plupart des médecins ne sont pas assez scientifiques. Parce que quand on se coltine le travail, je sais pas, moi j'ai fait de la biologie moléculaire par exemple, eh bien, on se coltine les limites de la fabrication des connaissances. Et on devient très modeste par rapport à quel est le pouvoir de la science. Le pouvoir de la science, il est faible. Donc, il faudrait que les médecins soient déjà plus scientifiques et plus rigoureux dans leur raisonnement. Ils se rendraient compte d'eux-mêmes, peut-être, que leurs connaissances prétendues ont des limites. Et puis, on fréquente des psychiatres dans la clinique, et puis, en discutant avec eux, on s'aperçoit qu'il y a tout un pan de l'expérience qu'il faut aussi prendre en compte. Et tout ça, finalement, c'est de l'interdisciplinarité. Alors maintenant, on utilise ce mot, mais on n'utilisait pas ce mot. Quand j'ai appris la médecine, j'ai appris tout ça, à essayer de tenir tout ça ensemble. Je dirais la limite de la science, c'est l'autre. Enfin, c'est l'humain. J'entends. La science c'est pas son champ. D'ailleurs, quand il y avait des débats au 19e siècle, Rudolf Virchow, on lui demandait, qui a découvert donc le fonctionnement de la cellule, on lui disait, oui, mais quelle est cette force vitale qui donne cette vie ? Il disait, mais ça, c'est pas du champ de la science. C'est pas à moi de répondre simplement. Il suffit simplement d'être conscient que c'est pas le champ de la science. Il y a pas. C'est le champ de la connaissance, mais pas de la science au sens du savoir scientifique expérimental. Voilà. Mais la connaissance, par contre, il faudrait pouvoir la déployer. Hein. Ça, il ne faudrait pas employer le mot science, disons. Claire, et puis après Fabrice. Juste une petite remarque, interrogation. Je reviendrai à ce siège vide au centre, là, justement. Tu as parlé, Lazare, du centre ou du décentré. Et j'aimerais relier ton intervention à celle de Christine, parce que je voulais aussi rebondir un peu à l'intervention de Christine tout à l'heure. La question du centre, il me semble, est effectivement fondamentale. On se posait la question à midi de savoir si finalement le titre de notre chaire était totalement adéquat, finalement, parce que à travers l'art, on repose des questions justement sur cette centralité. Et il me semble que les enfants ont ici une expression très très forte, c'est que tout se concentre sur l'enfant quand il est malade. Et l'art permet, donc l'art est une forme de thérapie, elle apporte le soin. Et il me semble que ce soin, à travers l'art, peut décentrer, peut permettre à l'enfant de se décentrer, justement. Et de faire en sorte que tout arrête de se concentrer sur lui, sur ce qui le pèse énormément. Et Christine, j'avais une question, c'est que le fait de cette expression qui lui permet en fait de sortir de lui à travers les autoportraits, donc de se regarder de l'extérieur quelque part, avec sa maladie, cet autre qu'il est devenu et dont il doit apprivoiser, cet autre dont il doit s'apprivoiser lui-même. Je m'interroge sur cet art qui apporte le soin à l'enfant, mais qu'apporte-t-il comme soin à son environnement et à justement ce cercle qui est autour de lui, qui gravite autour de lui, un cercle, deux cercles, celui familial, celui social. Qu'en est-il en termes de soins apportés par cet art ? Eh bien, merci pour votre question. C'est vrai qu'elle est très intéressante. Ce que je crois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça apporte à l'enfant, effectivement. Ça lui permet, en tout cas, d'exprimer, de se reconstruire, de s'évader, de se faire plaisir. Et je pense que d'abord pour les parents, premier cercle autour de l'enfant, il y a un apaisement. Moi, je sais que dans mon association, de nombreux parents veulent venir m'aider, témoigner, dire ce que ça apporte. Je crois qu'il y a d'abord un apaisement et un allègement. Et puis au niveau des soignants, je pense qu'un enfant qui est plus détendu, qui est plus heureux. Moi, il y a une réflexion d'une petite fille qui a dit à son père, quand j'arrive à l'hôpital, j'ai envie de peindre. C'est assez rare. Donc, je ne veux pas dire que ça se répète beaucoup, c'est une histoire singulière. Mais je pense que, juste précisément, lorsque j'ai arrêté mes activités en 2010, il a paru impensable qu'on ferme l'atelier.
parce que cet atelier était devenu un lieu de vie, un lieu de rencontre, et que c'était éminemment important dans le cadre de la pédiatrie que cet atelier continue à vivre. Voilà. Donc je pense que ça a apporté que des enfants, non pas heureux de venir à l'hôpital, on ne va pas dire ça, mais plus légers dans les soins, parce que ça dure des mois et des années, voire. Moi, j'ai eu des enfants revenir pendant des années, rechuter, revenir. Le fait qu'il y ait cet atelier et que cet enfant-là puisse à la fois découvrir ce qu'il est lui-même aussi. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne pensais pas... et puis, il y a aussi la notion de courage. Moi, j'ai noté, parce que je notais beaucoup les discussions que j'avais avec les enfants. Un enfant m'a dit un jour, on dit qu'on est courageux, mais on n'est pas courageux parce que le courage implique un choix. Et moi, je n'ai pas le choix. Je coince les fesses et j'avance. Voilà, c'est ça en fait ce qu'il avait dit. Et je pense qu'il y a des choses tellement vraies qui sortent de la bouche de ces enfants. Il y a des choses tellement fortes que c'est presque une leçon de vie. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré. Fabrice ? Oui. Un peu plus dans la continuité de la discussion que nous avons eue. Dans une entreprise de santé, on est 7000 collaborateurs dans le monde et on se pose comme vous, en fait, la question de l'accompagnement d'une évolution culturelle. Finalement, on est en train d'accompagner un changement d'une manière ou d'une autre. Et à l'occasion de cet accompagnement, on s'est demandé comment on active un changement culturel dans une organisation quand soudainement, dans une entreprise qui fabriquait industriellement des médicaments, on introduit la notion qu'on veut créer de la valeur pour le patient. Et on a mis en place 4 principes d'action, ce que j'ai trouvé intéressant. Et ô combien aujourd'hui, dans l'ensemble de ce que j'ai entendu, ces principes d'action résonnent, ont une pertinence. Le premier s'appelle « From noise to signal », du bruit au signal. Et combien, là, j'ai entendu à la fois le bruit qui commence par l'oral du patient, et puis le signal des méta-analyses qu'on va faire avec des bases de données énormes qui vont sans doute générer du bruit, et pour lequel on devra mettre en œuvre une qualité essentielle qui va être celle du discernement. Et le discernement final sera sans doute un discernement humain, j'espère, même si l'intelligence artificielle est en train de vouloir challenger le concept. Le deuxième concept, c'est celui de space with consistency, de l'espace dans la consistance. Et je trouve ce concept intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons voyagé dans beaucoup d'espaces. J'ai entendu un espace hotspot, qu'on parle d'atelier. On parle de recréer des espaces où on finit par se rencontrer. Il faut savoir que aujourd'hui, dans des entreprises, dans de grandes entreprises, quand on réaménage les bureaux, on crée des espaces pour ces moments-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus de bureaux et on a des espaces pour les moments d'échange, de discussion qui sont dédiés. C'est symbolique, mais ce symbole crée d'autres façons d'échanger. Et la consistance, c'est toute celle qu'on a vue aujourd'hui à travers, finalement, le questionnement qui est autour de l'éthique du care, c'est plus la pratique du questionnement permanent et de la régulation à travers... Le troisième principe, c'est de la tâche à la valeur. Et là, aujourd'hui, from task to value, j'ai trouvé assez exceptionnel le fait qu'on ait parlé à la fois des chirurgiens qui ont découpé finalement, l'homme a été découpé en un morceau, ce morceau est devenu une pratique, et puis cette pratique est devenue un acte chirurgical. On se demande combien c'est devenu une tâche au lieu d'être une valeur. Et c'est la question qu'on se pose nous aussi dans la manière simplement de travailler dans l'entreprise. Le dernier principe, c'est l'entraide et la générosité. Alors vous imaginez bien que dans les entreprises industrielles ou dans les entreprises privées, quand on commence à introduire les notions d'entraide et de générosité, au-delà du cynisme ou du scepticisme dont certains en ont fait un métier, c'est assez compliqué. Et finalement, ce qui m'a semblé intéressant, c'est quand j'ai lu l'ouvrage de Jean-Philippe sur la notion de vulnérabilité. Il faut savoir que l'échange qu'on a au sein du comité de direction sur la vulnérabilité, et l'introduction en fait de la reconnaissance d'une vulnérabilité, dont beaucoup aujourd'hui ont fait preuve, ont fait montre. Il y a une énorme humilité à vous être exposé de cette manière-là, tant de manière personnelle. Et c'est pas si simple que de faire montre de vulnérabilité, et pourtant,
c'est sans doute ce qui nous amènera à nous mettre au même niveau d'échange entre nous. Et c'est à travers là, en tout cas pour moi, une des clés sans doute de la qualité de l'échange. Donc je voulais vous remercier aujourd'hui.